Bonjour et re-bienvenue à tous pour ce troisième épisode du Labo. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis le dernier épisode. J'ai quelques petites mises à jour à mettre en place. La première, c'est que vous allez pouvoir dès maintenant trouver les épisodes en balado audio sur SoundCloud. Je vais mettre un lien dans la description, vous allez pouvoir cliquer dessus et même dans ma publication Facebook, il devrait l'avoir. SoundCloud, c'est une application gratuite, c'est hyper simple, on appuie sur le lien, tu fais play et tu vas pouvoir l'écouter sans avoir à ouvrir ton écran. Donc, je sais que c'était un défi pour certaines personnes de devoir l'écouter sur YouTube. Je vais essayer de pouvoir régler ce problème-là avec cette nouvelle addition. Deuxième chose, je vais avoir des petits délais de publication avec les promesses que j'avais faites. Je sais que j'avais dit un épisode par mois. Malheureusement, avec la session et le fait que la COVID n'est toujours pas terminée, il y a des petits défis au niveau de la gestion de mon temps et de trouver des nouvelles candidatures pour faire des prochains épisodes. Donc, je garde quand même en tête d'essayer de faire un épisode par mois. Je veux vraiment essayer de le faire, mais ça se peut très bien qu'il y ait des petits délais à ce niveau-là. Ensuite, j'aimerais faire un appel pour ceux qui écoutent, que si vous remarquez des petits caviars ou des trucs qui pourraient être améliorés et que vous sentez que ça est comme tombé un peu dans mon angle mort, ne vous gênez surtout pas à m'en faire part. Je suis ouvert à toute rétroaction constructive. Ce podcast, pour moi, c'est un projet que je veux construire par moi-même, oui, mais avec l'aide du collectif. Donc, comme créer un certain projet commun à travers mes mains, mais qui serait une mosaïque de toutes les personnes qui l'écoutent. Et dernière chose aussi, si jamais vous avez une idée, un sujet qui vous passionne, quelque chose que vous croyez qui serait utile à discuter, j'aimerais vraiment entendre de votre part et il me serait un grand plaisir d'avoir une discussion avec vous sur la plateforme par rapport à votre sujet en tant que tel. Gardez en tête que j'ai un contexte à tenir pour les discussions, donc je me garde une certaine réserve par rapport au sujet que je peux discuter, mais ça va me faire plaisir de pouvoir vous entendre et d'échanger avec vous dans le futur. Donc, pour aujourd'hui, je vous présente un être humain qui est, selon moi, exceptionnel. Un de mes anciens professeurs au certificat en intervention psychosociale à l'UQAM. Il s'appelle Richard Lajeunesse. C'est un participant de la famille de l'UQAM depuis bientôt 40 ans. Il a été étudiant et professeur à cette même institution. Il a fait son doctorat de 2004 à 2012 et est maintenant chargé de cours depuis. Il est chargé de cours dans le département de social et public et ensuite, il a pris en charge certains cours dont la communication interpersonnelle, la communication aidante et un laboratoire expérimental où ce qu'on mélange nature, spiritualité et développement de soi dans une expérience très 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 particulière que je vais me garder pour une prochaine discussion. Les sujets qu'on a abordés aujourd'hui sont très d'actualité selon moi. Probablement, on a parlé de son parcours, pourquoi la communication, pourquoi ce sujet, mais aussi comment est-ce qu'on fait un cours qui est pertinent pour la personne qui y participe, mais aussi qui est utile et qui reste dans le temps, qui fait une marque. Ensuite aussi, on est resté dans le contexte de la COVID. Comment est-ce qu'on adapte un cours en sachant qu'on est à distance, avec le fait qu'il y a des nouveaux défis qui se rajoutent, et aussi les inspirations futures pour les défis que nous vivons actuellement et comment est-ce qu'on peut mieux s'en sortir, si on peut dire. Donc, c'est avec un énorme plaisir que je vous présente Richard Lajeunesse. Merci, Richard, d'être venu et d'avoir accepté l'invitation. C'est vraiment un plaisir pour moi de vous avoir aujourd'hui, là. Comme je vous avais expliqué un peu la semaine passée quand on s'était parlé, là, j'ai quand même juste un nouveau projet, puis je savais pas trop si vous alliez dire oui ou non concernant, juste, ça peut être confidentiel aussi, ce genre de sujet-là, mais je suis content de vous avoir aujourd'hui sur le podcast pour pouvoir discuter de la réalité qu'on vit en ce moment à l'université pendant la pandémie. Bien, merci Gabriel pour cette invitation. Ça fait plaisir. Avant de se lancer dans le sujet en tant que tel, j'aimerais juste que vous fassiez comme un peu une présentation de votre parcours, de qui vous êtes,
Mmh. par rapport à l'UQAM et un peu juste un petit portrait de votre parcours académique. C'est très bien. Donc, merci encore une fois de me donner l'occasion de faire cette expérience avec toi. Bon, ben, pour parler de mon parcours académique à l'UQAM, il faut dire que d'entrée de jeu, je suis en fait un, un produit de l'UQAM, si on peut le mentionner ici, Mhm. par rapport que, d'une part, j'ai commencé à travailler à l'UQAM, j'étais au début de la vingtaine et j'ai travaillé longtemps avant de décider de me réinscrire aux études euh, à travers un programme universitaire qui était justement relevait de la faculté de communication. D'entrée de jeu, ce qui m'a motivé, première des choses, à me réinscrire aux études, c'est plutôt un parcours qui était extérieur au travail de l'UQAM. Je pratique les arts martiaux depuis l'âge de 11 ans. Et un peu plus tard, dans mon cheminement dans les arts martiaux, j'ai été invité et initié à l'enseignement du taekwondo. Et ça ne m'a pas pris de temps à constater que la culture martiale avait une incidence sur le développement identitaire et des individus. Donc, le cheminement des individus, c'est toujours quelque chose qui m'a interpellé très fort. Alors, parallèlement à mon travail que je faisais à l'UQAM, j'enseignais les arts martiaux. Et un jour, j'ai décidé de faire le grand saut pour dire, bon, ben ça y est, je vais m'inscrire dans un programme universitaire. Et par rapport à mon parcours d'intervenant plus dans l'enseignement des arts martiaux, ben, en fait, mon expérience m'a permis d'entrer au certificat d'intervention psychosociale. J'ai fait le certificat, ce que j'ai bien aimé. À la suite du certificat, j'ai été 1 an ou 2 sans poursuivre, entreprendre d'autres études, jusqu'à temps que certaines circonstances de vie me motivent à retourner aux études. C'est alors que je me suis inscrit au bac en communication et relations humaines, qui est aujourd'hui le bac en communication humaine et organisationnelle, Mhm. et de poursuivre mes études dans le domaine. Et en fait, je trouvais tellement que ça collait au profil, en fait, d'expertise que j'aimais développer et qui pouvait contribuer aussi à apporter un apport bien particulier dans ma manière d'enseigner les arts martiaux. Donc, à la suite du bac dans mon parcours, parce que j'ai terminé le bac, j'étais quand même près de la fin vingtaine, j'ai été aussi approché à l'époque par Gilles Coutelet, qui est un ancien professeur qui est maintenant à sa retraite, pour en fait l'assister comme auxiliaire d'enseignement sur différents cours, notamment à tête expérientielle. Et j'y ai réellement pris goût parce que j'ai été initié à cette formule-là, qui était en fait aussi un cadre qui était dans le cadre du bac en communication relations humaines et qui m'apparaissait très intéressant sur la manière d'aborder l'enseignement. Mhm. Et à la suite du bac, j'ai été interpellé à travers toutes ces expériences à poursuivre à la maîtrise en communication, où le sujet de recherche était encore le développement identitaire des individus, mais au sens global de l'entraînement des arts martiaux, dans les arts martiaux. Et donc, j'ai été initié à ce qu'on appelle le courant de la phénoménologie et voir comment l'interaction entre les individus et la culture, notamment dans le cadre des arts martiaux, avait justement une incidence sur la transformation de leur cheminement et de leur profil. Et puisque je pensais répondre à beaucoup de questions à la maîtrise, je me suis aperçu en bout de ligne, au lieu de répondre à des questions, ça en ouvrait un champ encore plus grand. Ce qui m'a motivé à poursuivre dans la même veine au niveau du doctorat, où j'ai fait en fait, ma thèse portait sur typiquement la pratique de la culture martiale qui est à travers les formes pour les gens qui font du karaté, les katas, et comment dans l'expression des mouvements, ceci les amenait à découvrir une partie encore plus profonde d'eux-mêmes par le courant de la phénoménologie et le contact de la communication à travers la pratique entre partenaires et de la manière dont les autres se percevaient à travers cette pratique-là. Et aussi le fait d'être plongé dans la culture. Ce qui fait que je considérais à la fois non seulement la perception de la personne qu'elle avait d'elle-même, l'identité qu'elle avait déjà profonde et l'interaction avec
les collègues, des partenaires, dans un environnement précis et une culture, comment l'amalgame systémique de ces éléments faisait en sorte d'amener la personne à réfléchir non seulement sur qui elle était, mais à travers le regard d'un spectre d'une culture bien particulière, qui est celle de la pratique des formes. Puis, juste parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont sorties de là, c'est vraiment intéressant, mais dans l'idée des arts martiaux, qu'est-ce qui rend que c'est spécifique à cette discipline-là qui aide les gens à mieux se développer? Ben, en fait, je l'ai fait dans le créneau des arts martiaux étant une expertise que j'ai développée puis maintenant depuis 48 ans. Mais on pourrait l'appliquer, parce que vous parliez de water polo tantôt, on peut parler de n'importe quelle discipline. Chaque discipline a sa culture propre. Et on est toujours en interaction avec d'autres individus dans un environnement particulier. Et ces environnements expérientiaux permettent justement que l'individu incarne un rôle. Et c'est à travers le contraste du rôle qui est vécu par rapport aux autres, par rapport à cette culture, que la personne se positionne par rapport à son identité. Et le fait de revenir davantage par la suite sous un mode beaucoup plus méditatif ou contemplatif en revisitant ses expériences, qui peut établir le contraste entre ce qu'il est et ce que les autres sont. Et aussi se remettre en question par le fait même sur ce qu'ils sont, ce qu'ils veulent devenir, ce qu'ils aiment d'eux, ce qu'ils aimeraient transformer, et ainsi de suite. Donc, c'est réellement plus une assise, cette expérience-là, pour permettre à l'individu de reconnaître qui il est et de se transformer par le fait même lorsqu'il rencontre certains éléments contrastants ou des remises en question. Hein. Donc, mais ce qui était particulier par rapport au taekwondo, c'est réellement que c'est un art avec une discipline, une hiérarchie, une culture morale qui permet ce regard sur soi-même et pour essayer de devenir de meilleures personnes. Hein. Donc, c'est ça un peu la centralité. Ok, c'est ça. Je vois. C'est un peu la centralité de la philosophie du sport, qui est de la constante évaluation de soi-même. Si je comprends bien, là. Oui, c'est intéressant. Effectivement. Puis en fait, oui, il y a cet aspect sportif, mais il faut toujours partir d'entrée de jeu que c'est un art. Et la distinction entre l'art et le sport offre en fait une interface culturelle qui permet de mesurer et de quantifier les résultats pour sortir le meilleur. Tandis que l'art en soi, c'est l'individu dans ce qu'il est, qui se projette à travers la discipline qu'il fait. Donc, il y a tout l'art de cette créativité, cette subjectivité qui brise en fait les limites que le sport impose par rapport aux règles du jeu dans lesquelles il est inscrit. Ouais, je vois ce que vous voulez dire, parce qu'au final, le sport, il y a un objectif qui est dans les règles du jeu. Oui. Et toi, tu participes. Donc, tu décides pas nécessairement comment ça va. En fait, tu peux comme décider comment tu vas arriver au but, mais le but est stable puis fixé par les règles du jeu. Parce que là, dans ce cas-là, c'est chaque personne peut créer sa propre finalité dans comment il va s'exprimer. C'est un peu ça? Oui, effectivement. Puis je peux te ramener un livre qui pourrait être intéressant là-dessus, le livre de James Cars, Jeu fini, jeu infini. Le sport s'inscrit dans les jeux finis parce qu'il y a des règles à suivre, tandis que dans l'art en tant que tel, oui, il y a des règles, des repères, mais en fait, c'est toi qui transcendes ta propre personnalité par la manière dont tu vois les choses et en fait, tu t'acclimates à un certain environnement, mais ça t'amène aussi à te découvrir sous diverses dimensions. C'est plus dans cet ordre d'idée. C'est intéressant. Et pour faire lien avec ma passion de l'enseignement à l'université, en fait, ce côté-là m'a amené à découvrir le champ réellement de la communication interpersonnelle et aussi du contexte des milieux organisés quant au développement de l'humain. Et donc, c'est pour cette raison qu'au niveau de l'université, j'enseigne au bac en communication humaine et organisationnelle, notamment des cours en communication interpersonnelle. Et dans le cadre du certificat, tout autant du bac aussi, les nouveaux cours sur les ateliers de formation en communication aidante. Le rapport à la communication, nous sommes communication. Et nous sommes dans ce monde où la communication nous permet de nous transformer en réalisant ce que nous sommes.
Et en fait, dans les repères de la communication interpersonnelle, nous découvrons non seulement comment les milieux organisés, euh, la structure aide à prédire et régir certains de nos comportements, mais aussi à découvrir qui nous sommes par rapport aux divers éléments comme le concept de soi, l'estime de soi, le rapport aux autres dans ma manière de communiquer qui me transforme et qui transforme en fait la dynamique de la manière dont je communique avec les gens. Exemple pour un projet qui pourrait avoir lieu, donc la cible commune et la communication aidante, les processus de communication qui nous aident à découvrir là où, lorsqu'il y a un besoin ou une difficulté, à transcender cette difficulté-là dans l'accompagnement bien particulier, dans une écoute active et aidante. Et Mhm. tous ces éléments-là mènent aussi à un autre spectre qui m'apparaît intéressant, qui est relié à la phénoménologie. C'est celle de revenir à l'essence même de l'expérience pour la revisiter et découvrir les choses autrement. Autant par rapport aux besoins existants, mais moi par rapport à mon besoin existant. Ce qui m'a amené au cours de ma thèse aussi, et ça c'est un créneau particulier qui se développe, l'aspect de la méditation. Comment la phénoménologie comme thème est parallèle ou a des liens qui pourraient s'apparenter à la méditation bouddhiste, aussi à l'approche du confucianisme et du taoïsme. Ce qui fait que vivre l'expérience au moment présent ramène aussi toutes les dimensions que j'ai développées au cours des cours que je donne à l'université, notamment sur Saint-Michel-des-Saints, les laboratoires expérientiaux Mhm. qui sont offerts pour découvrir cette méthode de travail. Et voilà. Donc, ça joint tous ces éléments-là, de pouvoir enseigner à l'université, de développer cette expérience de la communication interpersonnelle et aussi les ateliers de formation en communication aidante, rejoint tous ces éléments-là de la transformation de l'identité en soi. Et C'est, donc, c'est c'est- mon élément. on voit qu'il y a définitivement des arts martiaux à la com. Il y a un bon lien qui se crée au niveau du développement continu, puis de vouloir s'approprier un peu comment qu'on vit notre vie, puis de mieux la vivre au final. Parce que ce que vous parlez par rapport à la phénoménologie, pour la rendre un petit peu plus simple pour ceux qui seraient Oui. peut-être perdus dans le terme, c'est au final, un traumatisme peut être revécu d'une façon différente pour que ce soit constructif au final. Ouais, Si on, en fait, ou oui. une Mhm. expérience qui a été désagréable peut être utilisée dans un moment Oui. futur, quand on la Mhm. revisite avec des yeux plus vieux, un cœur plus aguerri, si on peut dire, pour comprendre un peu mieux qu'est-ce qui nous est arrivé. C'est un peu Oui. ça. En fait, je serais mal à l'aise de parler de traumatisme, mais C'était effectivement, peut-être un grand mot, oui, mais. ça peut en éveiller. Ça, Mhm. il est certain. Par contre, par rapport à ma formation, je n'embarque pas dans ce créneau-là. Je parle surtout d'accompagnement. Par rapport que lorsqu'on parle de traumatisme ou plutôt de problèmes qui relèvent plus de la santé mentale, il faut réellement référer à une expertise, donc des psychologues. Je ne suis pas psychologue. Je Mhm. me prétends davantage plus dans le créneau de la psychosociologie parce que c'était à l'époque le courant de base, beaucoup plus au niveau de la communication. Maintenant, on a nos repères beaucoup plus d'interface communicationnelle et la psychosociologie est un peu plus mise à part dans cet ordre-là. Mais on peut remarquer que les effets de la communication, des échanges entre individus, la culture et l'environnement dans lequel ils sont plongés, la différence entre les individus par rapport à leurs valeurs et leurs croyances, en étant en contact, ça peut créer certaines incidences et réveiller des choses en soi. Et ces facteurs environnementaux et individuels au même moment qui créent ce qu'on appelle une gestalt, donc la transformation, en fait, la réflexion qu'on a par rapport à nos expériences et qui nous permet de cheminer et de se transformer dans une certaine mesure. Et c'est plus dans cet ordre-là que j'accompagne les gens. D'accord, je comprends. Fait que c'est plus, on parle plus de comment est-ce que les gens peuvent apprendre à comprendre comment ils interagissent entre eux, Oui, plutôt oui, que de donner une étiquette à l'expérience en tant que telle. oui. Et en même temps, s'identifier à cette expérience-là. On Mhm. parle toujours de l'expérience de l'individu en soi. D'accord. Et pour le reste, ben, comme je vous dis, je pense que pour être bien prudent
de ce que je pourrais apporter. Mhm. Ce n'est pas un acte thérapeutique, mais plutôt un acte d'accompagnement des individus et aussi un acte d'accompagnement des individus dans les groupes, donc dans les milieux plus organisés. Donc, c'est Ouais, plus dans que cet ordre d'idée-là. c'est sûr que c'est important de faire la distinction. Puis je crois que de mon côté, peut-être la confusion que j'avais, c'est qu'il y a un réel bienfait à apprendre à communiquer avec l'autre. Fait Oui, que ça peut être vu comme thérapeutique, mais c'est pas dans une optique médicale où il y a non, non, on prescrit quelque chose, mais c'est vraiment, il y a quelque chose de bon qui en ressort quand on apprend à bien communiquer avec l'autre, autant de ce qu'on vit et de ce qu'on doit dire ou ce qu'on veut vraiment dire, mettons. oui, en fait, c'est en plein ça. En fait, l'approche repose d'un point de vue théorique sur les approches réellement humanistes Mhm, mhm. et non relevant de la tradition psychologique. Excellent. Ben écoutez, ça, c'est quand même un très beau survol. Mais maintenant, si on rentre un peu Oui. plus dans l'optique académique, donc à Mhm. l'école, comment est-ce qu'on fait pour rendre un cours de communication, euh, si on peut dire, efficace ou qu'on en sort satisfait à la fin? OK. Mhm. Ben, en fait, il faut faire une distinction aussi par rapport aux objectifs des cours. Un cours de notions théoriques ou un cours atelier, on ne vise pas la même approche pédagogique, hein. Les cours ateliers sont davantage axés sur une certaine pratique où les gens se découvrent à travers diverses expérimentations. Exemple, le cours maintenant cours les ateliers de formation à la communication aidante. Il y a une bonne partie qui est consacrée en triade pour pouvoir expérimenter ces moyens d'écoute. Et pour en arriver, il faut d'abord et avant tout parler des attitudes qu'on doit avoir lorsqu'on écoute. Mhm. Ensuite, développer des outils et essayer de les mettre en pratique. Et aussi, comme dans le créneau du certificat d'intervention psychosociale ou du bac en communication humaine et organisationnelle, l'enjeu, c'est de mettre en évidence les rapports humains en organisation. Et comme notamment Kurt Lewin l'a dit, l'instrument de travail des intervenants, ce sont eux-mêmes, hein. Et donc, dans cette mesure-là, il faut apprendre à se connaître fondamentalement pour pouvoir faire en sorte de bien intervenir et de ne pas introduire trop de biais quant à nos manières d'intervenir. Donc, il faut être capable d'avoir ce méta-regard, se mettre à distance, analyser et remettre en question sa propre perspective lorsque j'analyse une situation ou voir comment mes interactions pourraient avoir des incidences sur les autres tout autant que les personnes qui sont en face de moi créent une certaine incidence sur ma perception que j'ai d'eux, hein. Mm. Donc, on peut voir réellement les enjeux de la communication interpersonnelle aussi dans cette dimension-là. Donc, ces éléments-là font en sorte que l'élément central d'un atelier de formation à la communication aidante, faut qu'on les sensibilise à ce qu'ils connaissent par rapport à leurs propres repères. Et OK. par le fait même, quand ils interviennent, avoir une meilleure intervention, du moins de façon plus saine auprès des individus pour les accompagner. Donc, si on en vient un peu pour ce qui est de l'atelier, quand on Oui, veut quelque chose de pratique, dans le contexte de l'intervention, ce qui est une des choses les plus importantes, ça va être que la personne apprenne elle-même comment qu'elle fonctionne, un peu. oui, voilà, oui, c'est ça. Et Mhm. en même temps, développe des outils de communication, donc plus liés à l'écoute active dans ce cas-là, pour pouvoir faire en sorte d'accompagner d'une façon plus stratégique les individus pour répondre et résoudre leurs besoins ou leurs problèmes. Puis là, je vous pose la question avec Oui, un peu de biais parce que j'ai déjà fait ce cours oui, avec oui, vous en plus. oui, oui. Puis je pose la question en sachant un peu la réponse, mais quelle sorte de... Ben, en fait, comment est-ce qu'on met, parce que là, vous avez dit en triade, c'est mettons, en équipe de 3, Oui, pour oui, créer un environnement où il y a quelqu'un qui fait l'expérience de partager quelque chose, l'autre qui écoute et quelqu'un qui oui, observe oui. les deux autres personnes. Euh, Est-ce que tout, toute intervention a besoin d'être observée, expérimentée pour qu'on puisse vraiment la comprendre ou il y a
gens qui croient que seulement la théorie est utile pour pouvoir utiliser Mhm. ces genres de méthodes-là. Oui. En fait, je pourrais dire la force des ateliers, Mhm. c'est d'incarner la pratique. Mm. Et cette dimension-là de l'incarnation de la pratique, puisqu'on tombe dans des cas concrets et vécus, ça nous permet de faire un lien et un parallèle davantage par rapport aux notions théoriques qui sont apportées. Parce que ces gens-là l'éprouvent dans l'expérience. Donc, on va au-delà des mots, au-delà d'un méta-regard pour nommer des enjeux. Mais maintenant, non seulement on présente des enjeux d'un point de vue théorique, mais ils sont à même de les vérifier dans une condition de pratique. Mm. Et c'est ce qui fait la force d'un cours semblable pour la transformation. Et comme vous parliez des triades, c'est intéressant aussi, parce que dans ce jeu de triades-là, notamment dans ce cours, c'est que la personne doit parler d'une petite difficulté ou d'un petit besoin qui le concerne. Et donc, il fait un retour sur lui-même par le fait même et il apprend à se découvrir. Il apprend à découvrir ses propres mécanismes par rapport à diverses situations concrètement vécues et est accompagné par un agent facilitateur qui est l'écoutant, qui amène, lui, dans sa pratique, à pouvoir expérimenter divers outils qui permettent de faire cheminer l'autre. Mm. Donc, de cette manière-là, les deux parties sont gagnantes. Ouais, ça c'est totalement vrai. Et même chose pour la personne qui est observatrice, qui a un méta-regard sur la dimension de l'expérience, ben, elle va nommer davantage l'aspect plutôt de la technicalité en fait, de l'écoute active, qui permet d'enregistrer davantage et de nommer euh, ce qui est Ce qui présent est dans présent. l'action. Donc, toutes ces dimensions-là, d'un point de vue communicationnel, sont extraordinaires pour le développement de l'individu Mhm. dans ce processus-là. Ça devient qu'au final, on touche à tout. On touche à la théorie parce qu'il y a quelqu'un qui est capable de identifier ce qui s'est passé, qui met les mots sur ce qu'il a vu, une Oui, personne qui les met en pratique et l'autre qui va vivre le résultat de la mise en pratique. Fait que c'est comme si t'as le tout en un, là. absolument, absolument. Et en même temps, on peut voir au niveau communicationnel tous les enjeux qui peuvent se présenter. Mhm. Donc, par rapport aux facteurs de la manière dont la personne se présente son problème. Lorsqu'il y a un cheminement à plus long terme, de voir la dimension que lorsque je procrastine au lieu de passer à l'action, qu'est-ce qui fait que je procrastine? Mhm. Refaire un retour sur cette dimension-là pour aller revisiter peut-être certaines craintes, certains éléments qui, en fait, la met sur la défensive ou peut-être quelque chose qui peut euh, éveiller certaines insécurités et Mhm. revisiter ces endroits-là au niveau de l'identité de la personne et ensuite cheminer un peu plus au fur et à mesure dans cette dimension-là. Donc, il y a tout cet aspect expérientiel qui nous permet d'avoir nommer des choses concrètement par rapport aux facteurs de la condition humaine Mhm. dans son évolution. Oui, c'est ça qu'on dirait que j'ai l'impression qu'il manque dans certains cours des fois où on parle de choses qui peuvent être expérimentées, mais on fait juste Mhm. en parler ou le lire. Oui, Puis on oui, passe un peu par-dessus l'optique qu'il faut le vivre aussi pour être capable de le remarquer, genre quand ça arrive, plus que de oui, oui. savoir le nommer en tant que tel. Effectivement. Ce qui est plus difficile, si je fais le saut, sur le cours, des théories de la communication interpersonnelle, qui est un Mhm. cours, largement, théorique, où, les fondements même de ce cours nous feront voir, différents paradigmes de la communication interpersonnelle, les approches fonctionnalistes, les approches, plus d'ordre pragmatique et tous les autres, courants qui est plus difficile en termes de cours pour un large spectre pour comprendre la dimension de la communication interpersonnelle. Mhm. Et ce cours théorique, puisqu'il se fonde sur divers paradigmes de la communication interpersonnelle, on est plus dans des notions théoriques. Mhm. Et une des difficultés, j'en discutais justement avec une de mes consoeurs professeurs il n'y a pas si longtemps, c'est pas un cours facile parce que la dimension théorique qui traverse tout le cours, fait en sorte que les gens absorbent une certaine notion théorique, mais en même temps, heu, on l'effleure tellement qu'il y a beaucoup d'éléments dedans Mhm. et il est, plutôt, le point en fait, le défi à relever, c'est de faire en sorte que les gens saisissent la dimension,
de tous ces rapports interpersonnels, hein, toute la dimension de la communication interpersonnelle, selon les nommer, selon les divers paradigmes. Hein. Et donc, ça, ce n'est pas évident. Pour ma part, ce cours, je l'approche et malheureusement, le défi, c'est de faire saisir cette matière de façon concrète avec des exemples bien posés, notamment que le cours est offert à la première année du bac en communication humaine et organisationnelle. Donc, les gens arrivent avec plutôt des repères de leur vie quotidienne. Et puisque ce cours est orienté aussi pour comprendre les facteurs humains dans des milieux organisés, certains n'ont pas ces repères-là ou ont très peu de repères. Donc, quand on fait allusion à la théorie, essayer de ramener ça concrètement dans leur expérience de vie. Des fois, les gens n'ont pas les référents pour saisir toute la dimension. Et ça, c'est une difficulté. C'est en effet tout un défi, surtout quand la classe, c'est une centaine de personnes. Ça commence à devenir de plus en plus difficile de trouver des exemples qui rejoignent la majorité des gens à tout Ab- coup. Absolument. Mhm. Absolument. Toutefois, en tout cas, ça, je ne peux pas parler pour mes autres confrères et consoeurs qui enseignent ce cours, Mhm. mais pour ma part, j'aime bien l'apporter selon les référents que j'ai dans l'enseignement, sous la dimension de partir là où les personnes se trouvent à être. Donc, Mhm. demander des travails en sous-groupe qui offrent l'occasion à tout le monde de s'exprimer, parce qu'on s'entend qu'un groupe de 100, c'est pas tout le monde qui a cette manière de s'exprimer. Hein. Non, ça c'est sûr. Donc, d'échanger sur l'idée du thème abordé. Et donc, une personne, durant les rencontres en sous-groupe de 4 ou 5 personnes, il va y avoir une personne qui va pratiquer l'animation pour accorder le temps particulier à chacune des personnes de s'exprimer. Mhm. Une personne qui prend les notes pour ressortir l'essentiel des propos. Et à la suite d'une expérience semblable en petit groupe qui dure environ une quinzaine de minutes, on revient et par la suite, chaque personne qui a pris des notes vont parler au nom du groupe sur les éléments qui ont été discutés. Mhm. Et donc, ça offre un spectre beaucoup plus large au niveau de la compréhension de la matière abordée. Mhm. Et on discute sur ce qui a été nommé. Donc, ça fait un sens pour la majeure partie des gens qui sont là. Et par la suite, je soutire des expériences de ces gens-là, des éléments que je colle à la théorie que je présente. Je comprends. On ressort encore un peu avec l'optique de vouloir faire travailler les gens dans le moment aussi. Là. Ça, même si Exact. c'est un cours théorique. Je pense Exact. que c'est une bonne chose aussi parce que veux pas, ça fait travailler plusieurs sphères de notre cerveau en même temps. C'est Oui. plus on a une meilleure capacité d'assimilation de l'information par la suite aussi. Voilà, exactement. Donc, la plupart des cours sont construits de telle sorte que, habituellement, je fais un exercice de réflexion pour réchauffer les moteurs de l'esprit. Le réchaud. Et là, on embarque dans la discussion. Donc, les gens sont plongés dans un intérêt Mhm. qui est plongé à partir de leur vécu, donc qui les concerne personnellement. Mhm. Et à partir de là, l'intégration de la matière se fait d'une façon, du moins, j'ai réussi à capter l'attention de la majeure partie des personnes Mhm. pour passer la condition théorique qui se trouve être dans le cadre du cours en soi. Ben, c'est quand même assez concret comme méthode d'observer comment un cours puisse se produire puis être réalisé. Mais là, mettons, si on rentre un petit peu plus dans le contexte actuel, Oui. comment on fait, si c'est possible, pour reproduire idéalement ce genre d'expérience-là, mais maintenant qu'on est tous à distance? Oui, oui. Oui. Je vais te répondre par contraste. Mhm. Première des choses, la grande distinction lorsque nous sommes en présentiel, c'est qu'il y a déjà une préparation des individus, en fait, des étudiantes et des étudiants, à se déplacer pour aller dans un cours. Mhm. Donc, déjà, je fais ce cours-là. Et dans le cours, j'entre dans un local. Je m'installe à côté de personnes parfois que je connais, parce que ce qui crée des liens de collégialité, d'amitié parfois.
Et je suis dans un cadre où même l'enseignant peut m'observer directement, tout autant que mes collègues, tout autant que tous les gens qui sont là. Et c'est dans un endroit qui est réellement un environnement qui, symboliquement, est un lieu d'apprentissage. Mmh. Chaises, tables, projection sur écran, hein, salle multimédia. Et donc, l'interaction est beaucoup plus vivante. Et j'incarne mon rôle d'étudiant dans un lieu qui est propice à l'élément d'apprentissage. Et lorsque j'échange en compagnie d'autres personnes, je suis en face à face. Il y a cet aspect de ressentir l'autre. Et comme les dimensions de la communication abordent trois éléments, en fait, qu'on pourrait dire classiques, c'est-à-dire mon verbal, mon non-verbal et le paraverbal de la manière dont je m'exprime. Et je suis en face de quelqu'un à proximité. Tout cet élément, en fait, joue énormément au niveau de ma manière d'intégrer la matière, la manière de me concentrer, la manière d'être vivant dans l'expérience qui se Mmh. produit au moment présent. Mmh. Si on arrive par degré de comparaison en ligne, il y a l'aspect de ce vécu humain qui, en fait, fait faux bond. La dimension de la proximité et la dimension environnementale sont les éléments qui, maintenant, fait que c'est un plus grand défi d'enseigner en ligne comparativement en présentiel. Mmh. D'une part, tout comme notre réunion, j'ai pas pris une demi-heure pour me déplacer, Non. d'aller dans un lieu. Ça m'a pris 5 minutes, voire même 2 minutes. Ah, OK, où est le lien? Ah, on se branche, hein? Donc, la préparation de la condition, même si je m'étais préparé un peu avant, je dis: «Ah, c'est vrai, j'ai cette rencontre-là avec Gabriel aujourd'hui qui va m'interroger sur le sujet, des épreuves de l'enseignement en ligne et de tout ce qui peut avoir comme paramètres alentour de ces choses-là». OK, j'avais une idée, mais ce n'est pas du tout la même chose. Mmh. Si je reviens dans le contexte de l'enseignement, aussi on s'installe, on est dans un lieu à la maison. Parfois, selon l'environnement, si j'ai affaire à de jeunes parents qui ont des enfants ou même étant seul en appartement, je suis dans un lieu connu qui me sert à toute autre chose que la pratique de l'attention par rapport que j'ai à apprendre et étudier, hein. Mmh. Il y a des choses aussi par rapport à la dimension de la proximité. Peut-être que je vais, prendre le temps de m'exprimer, devant le groupe, mais en même temps, la dimension, de chaque individu, nous avons nos mécanismes pour nous protéger, puis cela est bien, c'est normal. Il y a des personnes qui ont plus de facilité à s'exprimer en grand groupe et d'autres, beaucoup moins. Le même phénomène se produit en ligne, c'est-à-dire qu'on va sentir dans un grand groupe, exemple de 100 personnes, on parle du cours de communication interpersonnelle, il y a toujours entre 5 et, je donne une grosse marge, entre 5 et 10 que des personnes qui sont en droit, qui sont en place, qui habituellement ont plus de facilité à s'exprimer devant le groupe. Et pour la majeure partie des autres personnes, en fait, n'interviennent pas. Mmh. En ligne, heu, de manière à se protéger ou, de manière il y a une balise de sécurité qui est là, ben, en fait, les écrans ne s'allument pas et puis restent à distance de cette manière-là et donc se mettre dans un état de neutralité, plus pour écrire, prendre des notes, mais ne participent pas activement à cette dimension-là. Je fais toujours en ligne le même principe, c'est-à-dire que le remue-ménage de début de cours, pour réchauffer l'esprit, je les envoie en petits groupes. Mmh. Ce qui offre une possibilité aux gens de s'exprimer, tout de même, mais l'investissement par la suite, c'est que je peux être à distance et je peux être complètement déconnecté du cours puis juste, faire en sorte d'écouter et je me sens pas menacé par l'environnement parce que, je peux même faire d'autres choses, hein, et je peux vous dire que, dans la dimension du comportement, quand on est en salle,
Les seules distractions qu'on pourrait avoir, c'est à un moment donné, puis ça arrive fréquemment, on regarde nos textos, on va, fureter sur le net pour aller chercher quelque chose. Mais là, à la maison, en plus, notamment pour les jeunes parents ou quoi que ce soit, ils en profitent pour faire autre chose. Mhm. Plier du linge. Là, le petit vient déranger un peu le parent parce qu'il voit qu'il est à la maison. Donc, tous les éléments de la concentration pour apprendre est une épreuve pour les étudiants dans une certaine mesure, tout autant que pour l'enseignant de capter l'attention de l'auditoire qui est en face de lui. Ça devient Et encore plus difficile. oui, ça devient plus difficile au niveau de la concentration et de l'attention qu'on porte aussi. Parce qu'à prêter attention à un écran, d'être centré ou Mhm. d'être dans une dimension d'une salle où le spectre est beaucoup plus grand, l'attention varie beaucoup par rapport à ces éléments-là. Mhm. Donc, je pourrais dire que c'est beaucoup plus au niveau de l'attention et aussi de la manière que je développe ma proximité par rapport à l'expérience euh, en salle versus ce qui est vécu lorsque je suis en, en- en mode écran, en Mhm. ligne, qui fait la grande différence en soi. Oui, ça, c'est remarquable parce que avant la pandémie, ça fait peut-être même 2 ans de ça, j'avais déjà lu un peu sur comment le télétravail s'adaptait dans les entreprises. Puis Oui. un des constats qui revenait le plus souvent, c'est le fait que ceux qui performaient le mieux, c'est les gens qui ont été capables de se créer un environnement distinct de la maison, même si c'est dans la maison, pour que Oui. justement, on puisse avoir ce petit moment de OK, je décroche de la maison et je m'en vais travailler. Mais là, avec Mhm. la pandémie, ce qui est arrivé, c'est que personne n'a eu le temps de se préparer. Donc, tout le monde est un peu à l'arrache avec son environnement qui adapte pour pouvoir faire l'école à la maison. Fait qu'il n'y a pas les cues, je sais pas le Mhm. mot en français, j'ai oublié un peu, mais les indices pour nous dire que c'est le moment de se concentrer. Oui. Fait que déjà, on Mhm. perd cette avance-là qu'on avait, comme vous dites, au début, quand on se rend à l'école. Juste l'exercice de se rendre là-bas, c'est comme un échauffement à commencer à réfléchir puis à se concentrer. Voilà. Voilà. Maintenant qu'on peut pas nécessairement contrôler cet aspect-là, tu sais, on est avec Zoom, c'est une plateforme qui est quand même interactive dans un certain Mhm. niveau, mais est-ce qu'il y aurait quelque chose que vous sentirez qu'il y aurait besoin de plus pour que la plateforme elle soit encore plus attrayante pour l'attention Ouais. des gens? En fait, bon, si je crée mes repères par rapport à l'expérience que j'ai vécue, et ça, Mhm. c'est un autre défi, hein. Heu, Avant de répondre à cette question, je parlerai pas de l'amélioration de la plateforme, mais je pourrais dire qu'un des défis qui a été à relever, heu, pour moi et aussi, pour avoir échangé avec certains de mes confrères et consoeurs et tout autant que certains étudiants, c'est déjà apprivoiser toute la technologie a été un défi en soi, Mhm. pour apprendre tout autant que pour enseigner. C'est un environnement que je pourrais dire qui a été imposé par la force des choses parce que Mhm. c'est pas tout le monde qui était habitué au télétravail, voire même que ceci change nos comportements au niveau de la préparation de nos cours, au niveau de l'enseignement et de l'adaptation des modes d'évaluation, en considérant que aussi, faut considérer qu'on est dans un contexte de COVID, donc c'est pas la même chose que le contexte d'enseignement en télétravail ou à distance, qui est hors ce contexte, qui met une pression sociale bien différente aussi. Hein? Parce que ça aussi, le contexte de la COVID amène son lot de préoccupations au niveau des gens, au-delà des apprentissages qu'ils ont à faire d'un point de vue universitaire. Mhm. Mais pour revenir à l'aspect de la dimension de la technologie, ceci a été un défi d'apprivoiser sur le tas en faisant de l'enseignement, tout autant que pour les étudiants d'apprendre sur le tas à apprendre en ligne. Euh, Puis moi, au niveau des dimensions de la technologie, il y a encore des choses que je suis en train de découvrir. Je ne suis pas un fanat de la technique, de la technologie, mais j'apprends à faire des choses encore qui me permettent d'améliorer mes moyens pédagogiques. Il y a des personnes qui baignent là-dedans parce qu'ils ont découvert ou ils s'intéressent à ces choses-là, donc ils sont beaucoup plus performants à l'enseignement en ligne que je pourrais l'être en raison des outils et du potentiel de ces logiciels-là. Je pense que le défi pour moi en ligne n'est pas de critiquer l'outil en soi, mais plutôt de m'adapter encore et à découvrir l'outil pour être
avoir une meilleure prestation d'enseignement avec tous les éléments qu'on peut se servir. Ok, je comprends ce que tu voulais dire. Oui. Mais peut-être juste pour reformuler, parce que mon but, c'est pas de critiquer négativement nécessairement Non, 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 non. l'outil, plus Oui. de penser à qu'est-ce qui rendrait l'enseignement à distance plus interactif. OK, C'est oui. peut-être un peu plus ça. Ouais. Je crois que d'entrée de jeu, nous sommes des humains. Mhm. Et un des aspects critiques, puis je l'aborde dans le même sens que vous, hein, la critique n'est pas quelque chose de négatif, mais plutôt d'ordre constructif. Mhm. Puis je vais parler plus de l'ordre de l'humain. Euh, un des constats qu'on fait, puis on en avait discuté d'ailleurs en comité là, au COBAC, c'est le fait de l'absence des étudiants lors des cours, c'est-à-dire les fameux écrans qui demeurent fermés, hein, les écrans qui sont toujours fermés, où ça rend déjà il y a déjà un froid devant un écran. Hein. Mhm. Et je me plais à dire à chaque cours, à chaque fois, puis j'insiste, et pourtant j'ai beau insister et ça ne marche pas. Il dit, voulez-vous mettre un peu d'humanitude devant cet écran pour rendre ce cours plus convivial et plus humain? Hein? Et quand on a notamment des groupes nombreux, et j'en ai cette session de près d'une soixantaine d'élèves, et qu'on a environ 50% des écrans d'éteints, on semble parler devant un aquarium. Et ça rend la dynamique. En fait, au niveau de la dynamique, c'est là qu'on ne sait pas à quel point qu'on peut créer une incidence auprès des gens dans leur apprentissage. Il faut que, et je parlais de mesures de protection par rapport aux humains, hein. Nos mécanismes de protection font en sorte que si je suis une personne timide, ben peut-être que je ne serai pas enclin à vouloir ouvrir mon écran, mais plutôt rester à distance, ne pas m'impliquer pour prendre des notes parce que je suis pas certain de comprendre la matière. Est-ce que j'ai cette capacité-là d'apprendre? Hein? Combien de fois on peut entendre des étudiants souffrir quasiment d'un syndrome d'imposteur? En même temps, le défi de vouloir oser aller plus loin et d'être en interaction. Quelle image les autres vont avoir de moi si jamais je me risque à donner une réponse? Souvent, les propres bourreaux des personnes, ce sont eux-mêmes envers eux-mêmes. Et ça crée cette perte de contact. Lorsque nous sommes en présentiel, ces gens-là sont confrontés, mais on est capable de percevoir et de ressentir ce que ces gens-là sentent pour pouvoir aborder et leur mentionner. D'ailleurs, ça fait partie des expertises que nous développons. Et donc, à ce moment-là, développer ces relations avec autrui est beaucoup plus facile que de le faire à travers un écran. Ah non, c'est sûr. Puis il y a peut-être aussi, puis là, ça, c'est mon interrogation, le fait que les réseaux sociaux, on est toujours avec un écran fixe. Mettons, mon nom, c'est mon image. Il n'y a pas mon visage ou ma réaction en temps réel quand j'écris un message sur les internets. Donc, il y a comme une habitude qui se crée à toujours rester caché derrière son pseudonyme, puis de pas se dévoiler devant le monde entier quand que je veux, genre, donner mon opinion ou tout ça. Peut-être que ça aussi, ça aurait une tendance. Là, je fais juste lancer l'hypothèse dans les airs. Pas que je sais quoi que ce soit, mais ça se remarque, on dirait, dans comment les gens interagissent dans ce genre de cours-là, parce que on va écrire un message, mais on va garder l'écran fermé. On va envoyer un courriel, mais on va pas participer au cours. C'est comme... Il y a plus de difficultés à essayer de briser cette habitude-là aussi qui a déjà été créée à cause des réseaux sociaux, mais déjà, je crois, vous avez énormément raison que si les gens se mettent devant leur écran, ça rendrait la chose beaucoup plus interactive à la base. En fait, il y a un facteur dont j'ai entendu parler et je suis loin de me prétendre un spécialiste. Je peux juste pencher ma réflexion parce que je n'ai pas la réponse à cet élément-là. De plus en plus, notamment dans les générations, les plus jeunes générations, il apparaît qu'il y a un plus grand taux d'anxiété et de dépression par rapport à la pourcentage démographique de ces générations-là. Et il y avait aussi, ça j'ai lu des études là-dessus par rapport au télétravail notamment, où un des désavantages et des risques,
c'est de créer, de vivre de l'isolement, Mmh. d'être seul, hein? Mmh. Et être seul, puis tu es en interaction devant un écran, puis il arrive des choses parfois qui viennent te bousculer, ben, tu restes seul à gérer cette situation-là. Mmh. Ce qui peut amener justement ce sentiment où il va y avoir peut-être une exacerbation de l'anxiété, Mmh. par rapport à moi, mon identité, toutes ces choses-là. Et ce qui joue et ce qui nous affecte est dans la perception du monde, hein. Et donc, je crois que, le phénomène, ce désavantage, du travail en ligne, heu, renforce en fait, cette condition, d'isolement pour et qu'il y a des personnes qui ont beaucoup de difficultés à s'en sortir par rapport à ça. Donc encore une plus grande remise en question par rapport à eux-mêmes, par rapport à l'estime, la confiance qu'ils ont. Et on sait comment peut être néfaste les plateformes et les médias sociaux, lorsque on voit le nombre de vidéos, tout comme montant de commentaires trash, hein, Mmh. qui viennent critiquer la société agressivement ou critiquer des individus, Mmh mh. ce qui occasionne réellement un bouleversement au niveau des individus. Et donc, on est face à un climat qui peut être très hostile. Et Mmh. pour rentrer dans le domaine des médias sociaux, du moins sur la littérature que j'ai pu consulter ou même des documentaires, en fait, les réseaux sociaux aussi, avec les moteurs qui sont en place, permettent de présenter un profil par rapport à tes valeurs, tes croyances, et de te confiner avec un réseau qui partage les mêmes valeurs et croyances. Les chambres d'écho. Oui, c'est ça. Ouais. Et là, là, ça crée des polarisations Mmh. au niveau des mentalités et des stéréotypes que l'on attribue aux groupes qui se présentent comme étant prétendument opposés à mes valeurs. Mmh. Et donc, à ce moment-là, on tombe dans des positions radicales et ce qui amène les individus aussi à se définir de la sorte entre eux et donc qui crée un paquet de problèmes au lieu de travailler sur une démocratisation des savoirs ou une démocratisation du respect d'autrui dans leur distinction. Mmh. Et ça, c'est un danger aujourd'hui. Ouais, non, ça évidemment, Mmh. on peut le remarquer juste avec la dernière année, comment le monde est rendu réactif à tout événement. Parce que ça, Oui, c'est un fait, les algorithmes de réseaux sociaux sont oui. construits pour créer des flots sans arrêt de gens qui passent, mettons, à travers un certain mot-clé. Mais ils vont donner toutes les réponses puis tous les messages qui forment ce mot-clé-là. Puis après ça, tu vas être en contact avec ces gens-là de manière constante, puis ils Oui. vont t'exclure du reste des autres personnes comme s'ils n'existaient plus. Mais Mmh. mettons, si on reste, parce qu'on pourrait aller Oui, sur, oui. sur ça On peut pendant des heures, mais dérouler. Oui, oui, oui. mettons qu'on regarde un peu comment la dernière année s'est déroulée, Oui. qu'on a vu où est-ce que les dangers sont présents. Vous avez parlé de l'isolement, on Mmh. parle du manque de contact qui Oui. augmente de plus en plus. Est-ce que vous pensez que dans le futur proche, si on peut dire, on va se réveiller collectivement à l'idée qu'il faut qu'on soit plus en contact avec l'un et l'autre, mais pas d'une manière excessive, mais plus dans un sens authentique, où ce que j'ai des voisins, j'ai des amis, je leur dois d'être Mmh. honnête, plus souvent être avec eux, etc., etc. Oui. Heu, c'est une question, qui est assez large Mhm. et vous savez, le problème de ma finitude par rapport à ça, OK? Mhm. Heu, il est certain, puis là, cette condition humaine, je crois que chaque individu vit ses expériences du moins dans un créneau semblable, sans vouloir faire de projection sur les autres. Toutefois, notre condition humaine, je crois, nous amène aujourd'hui, dans ce degré de solitude, à être confrontés, nos comportements, en raison de la pandémie, à travailler un peu plus sur soi-même. Mhm. Au sens, puisque nous sommes isolés, puis nous sommes entourés juste d'un certain nombre de personnes,
Et être avec soi-même, on porte son lot de défis. Ça, c'est sûr. Et à ce moment-là, comment je suis à l'aise avec moi? Hmm. Comment je suis à l'aise par rapport aux défis et aux pressions que je me mets? Parce qu'on donne un sens à notre vie. Et ce sens-là, on est confronté aux autres par rapport à ce que je veux faire et ce que je suis capable de réaliser par rapport aux éléments qui sont sous mon contrôle et ceux qui sont sous le contrôle d'autrui. Hein? Et donc, il y a une confrontation par rapport à soi-même, par rapport à ses valeurs, par rapport à ses idéaux et par rapport à ce que je veux faire et ce que je réussis à faire et ce dont je ne suis pas capable de faire. Et ça, c'est une condition humaine qui se perpétue à travers le temps et dans la vie. Et ça, c'est une histoire sans fin. C'est de même jusqu'à la fin de nos jours. Alors, le fait de se retrouver seul, dans un certain degré d'impuissance, alors il y a deux choses qui peuvent se produire. Là, je mets des polarités, bien entendu. Puis, hein. Il y a celle de qui je suis et ce que je veux devenir par rapport à mon pouvoir d'action et ce que je ne peux pas réussir à faire et ce qui me frustre et que je ne veux pas laisser tomber. Ce qui m'amène dans une certaine pression que je me donne envers moi-même. Et puisque je ne peux pas les atteindre, ou le standard que je me suis fait en raison des valeurs sociales et des ce que la société attend de moi, bien, en fait, en quelque sorte, puisque les sociétés sont de plus en plus exigeantes, je suis plus exigeant envers moi-même. Et là, je tombe dans le chaos. Je crois que ce sentiment d'isolement me confronte à être toujours beaucoup plus en contact avec cette réalité, puisque je ne peux pas le partager avec plus de monde et donner un sens ou construire un sens par rapport à ces choses-là. Ce qui fait que le comportement, je pense qu'on est confronté à soi-même beaucoup plus. Et ça crée problème pour une multitude d'individus. Et encore plus quand ils vivent dans un environnement à la maison. Et oui, c'est ça. S'il y a un environnement qui est pro-toxique, au sens que s'il y a un couple qui a déjà un peu d'eau dans le gaz, là, ça amène d'autres pressions. Ou si on a des enfants avec les contraintes, ainsi de suite, ça crée des irritants. Et c'est pour ça qu'il y a tant de défis à relever au niveau de la santé mentale aujourd'hui. On en entend réellement parler en raison de l'isolement. J'espère que socialement, pour ma part, ça c'est juste un souhait, parce qu'il y a une partie de la société qui vont passer et revenir chasser le naturel, ils vont revenir ils vont revenir au galop. Hein? J'espère que pour une certaine partie de la société, on va se rendre compte davantage de notre condition humaine et de faire des partages par rapport à des valeurs essentielles, plutôt que de s'ancrer dans des comportements et des pressions sociales qui dictent notre conduite, au lieu de trouver notre propre espace à notre propre mesure dans la société. C'est quand même très profond. C'était une belle réponse. Puis je crois que ça va être une belle façon de conclure la discussion d'aujourd'hui. Merci Richard, pour de vrai, c'était un partage incroyable. J'ai vraiment adoré. Ce fut réciproque, ça a été un beau moment vécu en ta compagnie. Merci. Ben, merci.